Salut mes petites beautés, bonjour mes petites beautés, j'espère que vous êtes en pleine forme. Un épisode un peu spécial aujourd'hui, puisque aujourd'hui, a priori, Geoffrey, je te laisserai enchaîner, mais on va inverser les rôles. On s'est prêté à un jeu. Vous me connaissez pas assez. En tout cas, j'ai pas eu l'occasion de parler de moi. Et donc on va inverser les rôles. Et qui est mieux que Geoffrey pour faire cette interview? Pourquoi, a priori? Pour deux raisons. Déjà parce que je suis ton frère, ton petit frère, l'un de tes petits frères en tout cas, et parce que je suis journaliste radio. Donc on va essayer de mener une entrevue, une interview où on va repasser donc sur un peu ton parcours et essayer d'amener des clés de compréhension sur ta personne à tes auditeurs. C'est parti, on décortique tout ça du coup? Allez, on y va. Let's go. Moi je te propose qu'on commence dans l'ordre. On va parler de l'enfance, de notre enfance un petit peu. Déjà, c'est quoi ton premier souvenir? Alors, mon premier souvenir... Compliqué, hein. Tu me prends au dépourvu, là. Le commencement, hein. Le premier souvenir, je pense que... je sais pas si c'est le premier, mais un des premiers, c'est la naissance de Clément, qui est notre troisième frère, du coup. Parce qu'en fait, pour la petite anecdote... on allait avoir un petit frère, mais surtout on allait avoir une Game Boy, et ça c'était quand même le truc assez marrant, et je pense que ça m'avait toujours un peu gardé ce côté un peu geek, et ouais, bon bref. Je pense donc c'est la naissance de Clément finalement qui t'a... Ouais, je pense, en tout cas c'est ce que je me souviens le mieux. Après évidemment j'ai des flashs, tu vois, de moments en famille, mais ouais carrément, je pense que c'est un peu ça. Non, en fait, la question centrale autour de ça, je me doutais que tu allais répondre quelque chose comme ça. C'est pour parler de la famille. Je pense que c'est un aspect qu'il faut faire découvrir de toi parce que tu attaches énormément d'importance à la famille. Si je dis pas de bêtises, pour toi, qu'est-ce que c'est? C'est compliqué comme question parce que évidemment t'as les liens du sang, mais pas seulement en fait. C'est quelque chose de pour moi plus englobant que ça. Évidemment, la famille c'est quelque chose avec laquelle tu as des liens émotionnel, mais surtout aussi avec laquelle tu partages des valeurs. Et tu vois, je sais que j'en ai déjà parlé dans certains podcasts, mais j'ai fait l'exercice de définir un petit peu mes valeurs cardinales, et ce qui était important pour moi et ce qui était pas important pour moi, pour que justement en fait dans ma vie il y ait des choses que je puisse écrémer hyper facilement et prendre des décisions beaucoup plus facilement. Et tu vois, un des trucs que j'ai déterminé, c'est que la famille pour moi c'est quelque chose de supérieur à plein d'autres trucs, et ça permet de... Tu vois, par exemple, quand t'es happé par le métro, boulot, dodo, le quotidien, la routine, de se dire, ok, en fait, il faut que je passe un coup de fil aux parents, il faut que je passe un coup de fil à mes potes, etc., etc., parce que c'est plus important par définition. Donc ouais, il y a cette question-là d'importance, mais il y a aussi cette question de transmission des valeurs, génération en génération, et je trouve qu'il y a quelque chose de beau. Il y a aussi ce côté de, même si tu fais pas partie de ma famille, pour moi, j'ai un rôle, une sorte de devoir de partager certaines valeurs qui sont au sein de ma famille. Je donne un exemple pour que ça soit très concret pour les auditeurs. Le courage, pour moi, c'est une valeur qu'on a dans la famille. Et donc, en fait, c'est quelque chose que j'essaie de transmettre par les podcasts, par la diffusion de contenu, etc. Le courage, le travail, la ténacité, c'est des valeurs qui, effectivement, font partie de notre éducation, de la manière dont on a été éduqué par les parents. Mais il y a d'autres valeurs qu'on nous a apprises, le vivre ensemble, la fraternité. En fait, je parle de la fraternité parce que notre fratrie a une importance je dirais capital dans notre développement à chacun. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, alors c'est là où je me rends compte qu'on a de la chance parce que on s'entend très bien. On est surtout super différents tous les trois. Même physiquement, vous pouvez le voir, ceux qui regardent ce podcast, du coup. On est très différents et pour autant, on a des individualités, des personnalités qui sont très différentes. Et je pense qu'on se crée aussi par la différence aussi, tu vois. Donc ouais, c'est hyper important parce que c'est important, je pense, de s'entourer de personnes qui sont des référents sur certains sujets, mais aussi, tu vois, des personnes de confiance qui te donnent une sorte de zone un peu safe. Alors, tu vois, pour que ça soit encore une fois très concret et utile en termes de matériaux pour les auditeurs, il y a des gens qui vont avoir ça avec leur conjoint, leur conjointe, d'autres avec leur psy. Mais tu vois, moi, j'ai un peu ce côté-là où je sais que si je vous amène une idée, je vais pas me faire sentir jugé et je peux parler de tout ce que je veux. Et c'est ça que j'aurais envie de dire, je pense. Mais c'est vrai qu'on a une relation très libre où on discute de tout, on fait des soirées ensemble, etc. Enfin, c'est très agréable d'avoir cette relation-là. Toi, si tu devais donner une personne qui, comme modèle, quand t'étais jeune, quand t'étais enfant, tu dirais que c'est qui? Ouais, je pense que facile, c'est mon grand-père. Pépère, comme on l'appelle. Mais bon, je vais essayer de contenir les émotions qui viennent évidemment. Pourquoi? Je pense que c'est en fait, tu vois, c'est tout ce modèle de réussite que j'essaie d'incarner dans ce podcast.
Pourquoi ? Parce que c'est une personne qui ne savait pas très bien lire ni écrire, à 9 ans, qui était dans les champs en train de gérer les vaches, qui était en train de se barrer dans tous les coins. Enfin, tu vois, c'est un modèle de personne qui n'avait pas d'argent, qui avait une enfance très humble, pas riche, pas d'abondance, et pour autant en fait par à la fois le travail, la détermination, mais tu vois, avec ma relecture d'adulte, je me dis que c'est aussi le côté très malin, pas seulement je bosse comme un ouf, mais je sais détecter par mon intuition des opportunités. Ça, je pense que c'est le truc le plus intéressant. Et ben en fait, savoir lire les opportunités, mais aussi savoir travailler intelligemment, dans le sens j'ai pas envie de passer 8 heures à faire telle tâche, donc je vais faire en sorte de la faire le plus rapidement possible et bien, et mettre des systèmes en place pour pouvoir arriver à un bon résultat, c'est ça ? Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, pour donner un peu des éléments de contexte, notre grand-père, il a fini conseiller départemental, maire, etc. Enfin, en fait, c'est un modèle de réussite qui est très important au vu du point de départ. Et moi, je trouve ça ultra inspirant parce que ça veut dire que, bien sûr, c'est pas le même contexte, c'est pas la même génération, mais pour autant, ça veut dire que peu importe ton point de départ, tu peux, à la faveur de la vie et de ton intelligence, de ton esprit critique, te développer, quoi. C'est de cette transmission-là que tu parlais aussi tout à l'heure. Ouais, ça, c'est les valeurs, parce que c'est vrai que quand on parle d'héritage, quand on parle de transmission, on pense à le côté financier de la chose, mais en fait c'est pas que ça, c'est évidemment pas que ça. Quand on parle de transmission, quand on parle de famille, il y a un héritage, il y a un patrimoine. C'est ça qui t'intéresse, toi, dans ces valeurs-là ? Ouais, carrément. En fait, c'est ce que j'ai ma croyance, c'est de dire que même si on n'avait pas d'héritage familial financier, et même il y a plein de gens qui écoutent ce podcast qui n'en auront pas, mais en fait, le plus important, c'est ce que tu as compris en termes d'éducation, de transmission de savoir, et comment tu peux le redéployer dans un autre contexte. Tu vois, par exemple, le fait d'être très économe, humble sur notre manière de générer l'argent dans notre famille avec les parents. Moi, ça m'a appris que ça pour plus tard. Et donc, en fait, plus tu apprends ce truc-là tôt, et plus en fait, tu peux avoir des effets cumulés à travers le temps. Et c'est ça qui est trop cool. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peu importe ta transmission financière, si t'as les bonnes idées, les bonnes choses qui sont transmises le plus tôt possible, c'est là en fait où ça va faire une énorme différence. C'est compliqué, c'est pas de avoir de l'argent, c'est de savoir comment le générer, je pense. Et de le garder aussi. C'est important, c'est sûr. T'étais quel genre d'enfant ? Alors, je sais pas quel genre d'enfant j'étais, en tout cas je peux te faire une lecture de ce que j'imagine que j'étais comme enfant. C'est ce qui m'intéresse, ouais. Je pense que y a toujours ce côté un peu intello, tu vois, où évidemment j'étais malmené un peu au collège, c'était pas facile, parce que je pense un peu toujours en décalage avec les autres enfants, tu vois, j'étais bien habillé, j'avais pas d'habit de skater ou de racaille, tu vois, genre c'est les deux teams qu'on avait au collège. Tu vois, j'étais un petit peu en décalage, un peu adulte par rapport aux autres, et c'est bizarre parce que en fait jeune t'as envie d'être adulte, et adulte t'as envie d'être jeune. C'est une chanson d'Orelsan, je crois, qui parle de ça. Et c'est assez drôle. Je pense que j'ai toujours eu ce côté un petit peu passionné, tu vois, genre moi j'ai beaucoup aimé les jeux vidéo, les Final Fantasy, j'ai tryhardé. On va y revenir, ok, super. Génial, j'ai hâte. Pour info, je ne connais aucune question, chers auditeurs, donc je vais à l'inconnu. Et je pense qu'il y a aussi évidemment le sport aussi qui a beaucoup joué un rôle constitutif, constructif, un constructeur dans ma personnalité. Ce côté j'ai beaucoup fait de karaté du coup, et côté compétition, nourri depuis que j'ai 5 ans, réussite aussi en compétition, mais pas au début, c'est ça qui est intéressant aussi. Enfin bref, tu vois, je dirais un peu tout ça, quoi. On va y aller du coup sur le sport, t'as engagé le sujet. Donc oui, je pense que c'est pas quelque chose qui se sait beaucoup, mais t'as fait très 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 longtemps du karaté. Mm-hmm. Tu nous en parles un petit peu, qu'est-ce que ça t'a appris, pourquoi avoir fait du karaté autant de temps ? Ouais, alors sport de combat, arts martiaux, c'est deux choses qui sont très différentes. Moi, j'ai testé pas mal de sports de combat, et le côté martial du karaté m'a beaucoup plu. Tu vois, le respect aux professeurs, le respect des règles, appliquer ce qu'on te dit en recommandation. Ben bref, avoir un partenaire en face de toi et pas un adversaire. C'est pour ça que, entre parenthèses, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à me mettre, par exemple, dans des sports de combat type boxe, etc. Notamment à Paris. Je sais pas d'ailleurs si c'est Paris en lui-même, mais l'idée c'est que en face de moi, j'ai envie d'avoir un partenaire avec qui je peux développer, tu vois, des combos, etc. Or, souvent dans les salles de sport un peu des novices, t'as l'autre qui a envie de se battre, quoi. Et donc c'est compliqué. Mais tu vois, il y a cette notion de respect de l'autre. Il y a aussi ce côté très asiatique que j'ai beaucoup retrouvé dans mes voyages, notamment. Tu vois, par exemple, je suis parti à Bali. J'ai un peu retrouvé ce truc-là de respect de l'autre, d'être gentil, bienveillant envers l'autre.
T'as commencé à quel âge? J'ai commencé à 5 ans et demi, le karaté, et puis j'ai arrêté vers 22 ans, quelque chose comme ça. On peut parler un petit peu de ton palmarès? Ouais, si tu veux. Le top du top que j'ai fait, c'est 7e en championnat de France. Sur la partie kata, parce que il y a, pour ceux qui connaissent pas, donc la partie combat, où tu te bats avec l'autre, et la partie kata, qui sont des chorégraphies, qui sont prédéterminées, codifiées. C'est-à-dire que tout le monde fait les mêmes chorégraphies. Après, il y a toujours des stratégies de je fais tel kata plutôt qu'un autre parce que tel kata est plus dur, donc plus fort. Enfin bref, je passe les détails, mais ouais, 7e en championnat de France. Et après, j'ai fait plein de résultats type. T'as été jusqu'à ton 2e dan? Ouais, c'est ça? En cours de passage du 3e, ouais, exactement. C'est ça. Et pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, on passe toutes les couleurs de ceinture jusqu'à la ceinture noire, et après la ceinture noire, on passe ces dan. C'est quoi? C'est des sortes de certifications qui t'as un certain niveau, c'est ça? Ouais, c'est comme s'il y avait un niveau au-dessus de la ceinture noire en fait. Voilà, c'est ça. Donc toi, t'as été jusqu'au 2e dan, ce qui est quand même ouais, c'est plutôt solide. En termes de sport, on peut parler d'autre chose. On peut parler notamment du handball. Ouais. T'as fait aussi du handball. Avec toi d'ailleurs. On a fait du handball ensemble. C'est toi qui m'as mis le pied à l'étrier finalement quand j'en ai fait un peu plus que toi après, mais ouais. Effectivement, on a fait du handball ensemble. C'était en parallèle du karaté. Ouais. Alors retenez bien ça. En parallèle, on y reviendra après. Ok. Donc t'as fait du handball en parallèle du karaté. Qu'est-ce que ça t'a apporté le karaté? Pourquoi en avoir le handball? Pourquoi en avoir fait? C'était quoi? C'était l'esprit de cohésion, l'esprit d'équipe qui t'a attiré là-dedans? Ouais. Alors, je pense qu'il y avait. En fait, on était nuls. Hein. Concrètement, on était nuls. On était très très nuls. Mais c'est surtout le côté un peu cohésion, un peu faire avec les copains, beaucoup plus que le karaté parce que t'es par définition solo. Et c'était ça que j'allais chercher. Peut-être aussi le côté, tiens, il y avait beaucoup plus de renfo d'entraînement. C'est le moment où tu vois, même sans se l'avouer, t'avais envie d'avoir le corps de Dragon Ball Z, tu vois. Et t'es en pleine adolescence, en pleine évolution. Et c'est là où tu te dis, bah, en fait, Sangoku, il fait des pompes, il est stock, je vais faire des pompes et je vais être stock. Et le handball fait faire des pompes, donc je vais faire du handball. C'est un peu ça comme je le vois. Et tu le faisais en parallèle du karaté. Ouais. Le choix ne s'est pas posé, t'as décidé de faire les deux. Ouais, c'est un vrai sujet chez moi, c'est que, et d'ailleurs, je pense que les 2 ans de psychothérapie que j'ai effectué sont un peu sur ce sujet-là, c'est de dire, j'ai envie de vouloir tout faire, quoi. J'ai envie d'être Superman, et ça, c'est compliqué pour moi. C'est-à-dire que j'ai envie de tout faire, quoi. Et c'est dur de choisir. C'est cette quête un peu de l'absolu. Et là, on le voit dans le sport, mais dans n'importe quoi qui est un vrai sujet chez moi encore aujourd'hui, je pense. Et la quête de la performance aussi, parce que on peut parler un petit peu plus en longueur du handball. On était donc dans la même équipe. Moi, j'étais surclassé, mais bon, peu importe. J'étais un peu plus jeune que l'équipe. Mais tu en demandais beaucoup à tout le monde. Tu hurlais sur le terrain. Alors, c'était pas des négatifs. C'était vraiment pour motiver. C'était pour fédérer. C'est ça aussi. C'est toi, t'as toujours été comme ça. T'as toujours voulu entraîner les gens avec toi pour qu'ils soient meilleurs. Ouais. Oui, mais par contre, la petite nuance que j'aimerais donner, c'est que je pense que c'était pas une bonne chose, tu vois, à l'époque. Et je pense que c'était vraiment, j'étais un gros noob dans la gestion des gens autour de moi, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris au fur et à mesure, notamment de mes expériences professionnelles. Et je pense que le gueuler sur les collaborateurs, coéquipiers, très directif. C'est pas une bonne idée, ouais, clairement, hyper directif. Et en fait, j'avais le même canal de communication que j'aurais aimé qu'on ait avec moi. Sauf qu'en fait, les gens raisonnent en fonction de différents mots, différents synthèse, manière de faire des phrases, questionnement plutôt que des directifs, enfin bref, plein d'autres canaux de communication. Et ça, j'ai mis longtemps à le comprendre. Et ouais, quête de performance avec moi-même, avec les autres, et en fait, j'ai toujours eu du mal à jouer en fait. C'est ça le problème, c'est que je sais pas juste jouer. D'ailleurs, j'ai un problème, j'ai un rapport très particulier au jeu. J'ai un rapport, tu vois, pour moi, quand je joue, c'est quand je travaille en fait. C'est-à-dire, tu vois ça comment, comme des quêtes dans World of Warcraft? Ouais, c'est un peu ça. On est arrivé au moment où on va parler des jeux vidéo. C'est un peu ça, tu vois, j'ai les quêtes journalières. Non, mais ouais, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que pour moi, je peux kiffer, genre, je peux me faire des grosses sessions de travail jusqu'à 22h et me rendre compte que ah ouais, en fait, je travaille là. Mais pour la plupart des gens me diraient que je travaille, alors que moi, j'ai pas l'impression de bosser. Ouais, c'est pas un effort. C'est pas un effort, et puis je développe un peu ce que moi j'ai envie, donc c'est pas trop ce que j'ai dans le travail salarié pour le coup. Mais quand je fais les activités pour moi-même, c'est ce que je ressens, ouais. Il y a aussi donc dans ta jeunesse et dans ta vie d'adulte aussi quelque chose d'important, c'est les jeux vidéo. On en parlait rapidement. Déjà, c'est quoi pour toi les jeux vidéo qui t'ont le plus marqué?
Ouais, la vache, c'est terrible. Je te donne pas un top 3, mais bon, voilà, donne-moi quelques-uns qui t'ont beaucoup marqué, qu'on comprenne un peu quel genre de joueur t'étais. Ouais, World of Warcraft, forcément. J'ai passé des heures et des heures et des heures sur serveur privé notamment, mais pas que. J'ai pas mal poncé League of Legends aussi, mais je pense que j'ai bien fait d'arrêter pour des raisons de santé mentale. Parce que il y a ce côté, ça peut glisser sur World of Warcraft sur LoL où tu peux commencer à insulter tes collaborateurs et ce n'est pas ce que j'ai fait, c'est pas la voie que j'ai choisie, donc tant mieux. Mais après j'ai beaucoup joué sur des jeux de plateau type Final Fantasy évidemment, Kingdom Hearts, j'ai adoré notamment la BO. Enfin voilà, c'est plutôt ce genre de jeu là. Ratchet & Clank. Évidemment. On a beaucoup joué quand on était enfant. Ouais, Dragon Ball Z. Évidemment. Digimon World 2000 pour ceux qui connaissent. Ouais. Guild Wars aussi. Guild Wars, ouais. Mais en fait, il y a beaucoup de jeux qui sont très chronophages. Ouais. Surtout au moment de l'adolescence, Guild Wars, World of Warcraft, League of Legends, c'est des jeux qui prennent beaucoup de temps. Ouais. Mais là encore, on est sur quelqu'un qui cherche la performance, qui toujours essaie d'encourager. Bon, alors peut-être pas sur League of Legends parce que c'est vrai c'est plutôt un jeu nocif. Ouais. En tout cas de mon regard à moi. Mais c'est vrai que sur Guild Wars, etc., t'es toujours très investi dans tout ce que t'entreprends, que ce soit les jeux vidéo, le sport, etc. Mm-hmm. En fait, j'ai toujours. En fait, pour moi, ça sert à rien de juste de faire un truc pour ne pas avoir de résultats. Genre, tu vois, stagner pour moi, c'est par définition régresser. Donc en fait, dans tout ce que je fais, que ça soit sur World of Warcraft ou quoi que ce soit, toujours envie de m'améliorer. Et donc je vais toujours regarder des guides d'optimisation de l'équipement pour les jeux vidéo. Je vais regarder des streams par exemple de joueurs pro pour comprendre ce qu'ils font, ce qu'ils ont mis en place et comment est-ce que moi je peux l'intégrer demain à mon jeu. Enfin, tu vois, j'ai essayé toujours dans cette optique d'amélioration. Le progrès tout le temps. Ouais, carrément. C'est vraiment un objectif. En fait, c'est pas réfléchi. J'ai pas l'impression que tu sois conscient que tu recherches le progrès, d'avancer vers tes objectifs. J'ai l'impression que tu le fais naturellement parce que t'es comme ça en fait. C'est toi. Ouais, en fait, je trouve ça hyper stylé, tu vois, de progresser, de te sentir avancer dans un domaine ou dans une compétence en particulier. Ouais, et puis de se dire putain, en fait, je suis à 10% du potentiel max, tu vois. Tu vois, c'est pour faire un autre parallèle avec Dragon Ball Z, c'est comme quand Sangoku, tu vois, il va sur Namek et t'as l'impression qu'il est déjà au max du max, qui est trop fort, et en fait, il passe Super Saiyan et là, bam, un nouveau paradigme ouvre et là tu te dis mais en fait, il est à 1% de ce qu'il peut délivrer, tu vois. Mais est-ce que si toi, par exemple, tu te lançais dans une activité, je sais un manuel, tu te mets dans la poterie, est-ce que tu aurais envie aussi de progresser à ce point-là, ou est-ce que il faut vraiment tu mettes un intérêt fondamental, faut que tu portes un intérêt en tout cas à l'activité? Il y a quand même un intérêt pour l'activité, tu vois, la poterie par exemple. Enfin, moi je me considère pas comme quelqu'un de très créatif. Je sais pas ce qui est beau, ce qui est pas beau. Ça c'est vraiment, tu vois, si j'étais un Pokémon, ça serait un point faible quoi. Donc ça tu vois, ça me poserait des sujets. Genre, je pense que j'aurais besoin d'avoir des compétitions de poterie quoi, mais c'est pas l'idée, je pense. Non, je pense pas que c'est, tu vois, même la peinture, les choses comme ça, c'est pas, en tout cas, c'est pas ce sur quoi je suis appelé aujourd'hui, tu vois. Je me sens pas, j'ai pas besoin d'explorer, quoi. Mais c'est ça, c'est que tu te lanceras pas dans un truc qui te passionne pas, qui t'intéresse pas. Ouais, je suis d'accord. J'ai besoin d'être passionné à la base. Mais tu vois, des fois, je peux me prendre des passions obsessionnelles pendant 2 semaines sur un truc, quoi. Genre la pêche à l'aimant, pour ceux à qui ça parle. C'est vrai, la pêche à l'aimant, ça t'a vraiment... Ouais, j'ai regardé plein de TikTok, de réels, je me suis abonné à plein de comptes. Aussi, hein. Et c'est ouf, quoi. Bon, on va s'acheter des aimants, on va faire ça aussi. Regardez sur YouTube la pêche à l'aimant. C'est passionnant. Ouais. C'est un peu comme ceux qui nettoient les tapis, tu sais, avec les aspirateurs, là, où tu vois toute la crasse remonter, genre, ça, je trouve ça incroyable. Ça me dégoûte un peu. Si on parle un petit peu de ta scolarité. Ouais. Donc bon, un parcours scolaire plutôt classique. Ouais. Voilà, au primaire, pas de problème, plutôt un très bon élève. Tu le disais, t'étais un petit peu intello. Ouais. En tout cas, très studieux. Travailleur. Collège, pareil. Mais collège, c'était plus compliqué en termes de rapport humain. Tu veux nous en parler un peu ou pas? T'as eu des petites périodes où tu t'es fait embêter un peu, quoi. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, on dirait que c'est du harcèlement, alors qu'en fait, à l'époque, on n'était pas forcément éveillé là-dessus, et surtout, en fait, comment dire, il n'y avait pas besoin de mettre des mots sur tout ça. Je pense que c'était plus lambda, c'était normal, malheureusement, hein, mais tu vois, aujourd'hui, je me dis qu'en fait, sur cet événement-là, sur ces événements-là, t'as 2 manières de réfléchir. Soit ça peut te détruire, et ça, c'est très malheureux, évidemment. Et donc, c'est pour ça que c'est cool d'avoir un cadre aujourd'hui et qu'on soit beaucoup plus éveillé. Pour autant, je pense qu'il y a aussi une autre manière de faire, c'est, de le concevoir, c'est que ça te permet d'être constitutif sur ce qui va se passer dans la suite.
et de te dire plus jamais je veux que ça m'arrive à nouveau, quoi. Donc oui, évidemment, tu vois, il y a des moments où je me suis fait cracher dessus à la cour de récré, où j'avais pas trop de potes, où ouais, c'était dur, même moralement. Et en fait, bizarrement, tu vois, même ceux qui me crachaient dessus, c'est mes seuls potes en fait, donc j'étais obligé de rester avec eux, quoi. Mais sans ça, je pense que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui, tu vois. Alors, la question que j'ai envie de me poser, c'est, je contourne un peu l'interview, mais j'ai envie de me dire, c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne va passer sur un chemin ou sur l'autre. Ça, c'est vraiment un point d'interrogation. J'arrive pas à le savoir, quoi. Tu veux dire harceleur à harceler ou... Non, plutôt, tu vois, tu te fais harceler. Qu'est-ce qui fait que soit ça devient un élément constructeur, soit ça devient un élément où ça te défonce, quoi. Et ça, c'est vraiment un point d'interrogation que j'ai. Et j'arrive pas à mettre de mots dessus, mais ça serait intéressant de creuser là-dessus, quoi. En tout cas. Toi, tu considères que ça t'a construit, ça t'a permis de te construire par la suite. Ça a été très dur sur le moment. Il y a beaucoup de gens qui me disaient que j'étais un petit PD, tu vois, pour être très clair. Enfin, tu vois, c'était des mots où en fait, même toi en tant qu'enfant, tu sais pas ce que demain sera fait. Donc, si tu pouvais savoir le nombre de fois où je me suis demandé si j'étais homosexuel, ça se compte sur plus de mains, voire plus que ça, tu vois. Et en fait, je trouve que ce truc-là, ça peut être très destructeur. Tu vois, de te faire insulter, et genre, j'imagine même pas avec l'effet amplificateur des réseaux sociaux, parce que évidemment aujourd'hui, enfin, ça doit être horrible. Il sort un truc, c'est fait fois milliard, parce que par définition, c'est un amplificateur de ouf. Tout ça pour dire que je pense que le paradigme qu'on avait à l'époque quand on était enfant et aujourd'hui, c'est pas les mêmes. Pour autant, et je trouve que évidemment, c'est constructeur, parce que ça m'a permis de prendre ce truc-là, de me dire, ces enfoirés-là, je vais me battre pour avoir des gros muscles et me différencier de ça et leur faire fermer tous leur gueule. Pour autant, je comprends qu'il y a des gens qui soient malmenés par ça, quoi. Ah bah oui, évidemment. Donc toi, plutôt au collège, t'avais quand même ta bande de potes. Après, ça, voilà, ça n'a pas toujours été comme ça. C'était surtout au début du collège où t'as eu des petits problèmes. Après, une fois que t'as eu ta poussée de croissance, ça allait mieux quand même. C'est trop vite arrêté la poussée de croissance. Ça va, t'es pas non plus tout petit. T'inquiète. Bien. 1m74 et demi, je crois, il paraît. On arrondira à 1,75. Voilà. Allez, merci. Du coup, t'as fait où ton stage de troisième? J'ai fait à la sous-préfecture de Rochefort, sur mer. Pourquoi cette décision? Je voulais faire de la politique quand j'étais plus jeune. Ouais. Pourquoi tu voulais faire de la politique quand tu étais plus jeune? Je pense que c'est quoi la raison? Qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans? En fait, c'est toujours ce côté un peu héritage familial, je pense, mais c'est surtout ce côté, je pense, toujours aider les gens, en fait. Toujours ça qui revient, ni plus ni moins. Et en fait, ça revient dans plein d'autres pans de ma vie. Mais ouais, c'est toujours ce côté, comment est-ce que par l'action politique, on va pouvoir aider les gens, ouais. Tu te retrouves encore là-dedans aujourd'hui? Alors en politique, pas du tout, parce que mes convictions ont évolué. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, autant j'étais assez politisé il y a quelques années, autant aujourd'hui, en fait, je crois que je peux plus influencer la société et mon entourage et un nombre de personnes élevées par ce que moi je dégage en termes de choses positives que par des logiques partisanes, par exemple, ou même politiciennes. On en parlait en off, d'ailleurs, ce midi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la politique, c'est quelque chose de très communicationnel, tu vois, beaucoup de choses communicants. Et en fait, on a une standardisation des idées politiques. Il y a des convictions qui sont très homogènes. Donc, en fait, je me dis, je me reconnais pas vraiment là-dedans, je me reconnais dans aucun parti politique, pour être très clair. Et donc, moi, je me concentre sur moi. Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie d'aujourd'hui pour influencer les gens dans une dynamique positive? Mettre machin à faire des pas, enfin, mettre Augustin, je vais mettre des mots, à faire des pas, mettre truc à faire du sport, etc., etc. Tu vois, des choses qui vont impacter positivement la vie des gens, quoi. Donc toujours la même mission, mais différemment. Ouais, exactement. C'est le modus operandi, tu vois, la manière de faire qui diffère. Ouais. Donc pas de politique, mais est-ce que t'avais un rêve, une activité de rêve quand t'étais plus jeune, quand t'étais au collège, en primaire, au lycée, je sais pas. C'était quoi Si tu me poses cette question, c'est qu'il devait y en avoir une, mais là comme ça tout de suite, pas spécialement. Il y a eu pas mal de moments dans ma vie où je me suis posé des questions d'être, par exemple, prof, tu vois, où je me suis dit bon, je vais être prof d'anglais. C'est pas une question piège en fait, c'est parce que justement il n'y avait pas de profession qui revenait particulièrement quand on était enfant. Effectivement, il y a eu prof, il y a eu des métiers dans l'ordre. Ouais. Il y a eu
plein de métiers. Ouais. Alors il y a eu de la recherche, il y a eu des choses un petit peu diverses et variées. Ouais. On va avancer maintenant. Je pense qu'au niveau de la jeunesse, de l'enfance, je sais pas si t'as encore des choses à rajouter. Non, c'est si cool, je pense. Veux qu'on aborde d'autres sujets ou pas. On peut avancer, c'est cool. Non, mais je pense que tu as très bien dit. Juste pour préciser, moi j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Et à défaut de savoir ce que je voulais faire, j'ai su ce que je voulais pas faire. Et donc, s'il y en a qui nous écoutent ce podcast et qui sont pas passionnés dans leur vie, qui savent pas trop quoi faire de leur vie, bah stressez pas les gars, il y a pas de problème. En fait, avancez tranquillement à votre rythme, et juste testez des trucs. C'est ça le chemin peut être très laborieux et pourtant finir par trouver sa voie, trouver ce qu'on a envie de faire. T'en es un exemple et on va en parler tout de suite. T'as eu donc ton bac ES économique et social en 2011. Ouais. Rien de particulier, je crois que t'as eu une mention bien quand même. Bien européen, ouais. Quand même. Je la raconte un peu, mais ok, très bien. Derrière, t'as décidé de partir en prépa littéraire à Poitiers. Exactement. On reviendra pas sur le choix de ville parce qu'on n'a pas envie de vexer les habitants de Poitiers, mais évidemment. Effectivement, voilà. Donc prépa littéraire. Déjà, pourquoi cette décision? T'es en économique et social, tu pars en prépa lettres. Ouais. Et je pense que c'était une période où justement je voulais être prof d'anglais a priori. J'avais besoin de ce côté, enfin j'aimais bien les cours magistraux, moi, tu vois, où on m'apprend des trucs, le prof est un peu tout puissant, il m'apprend des trucs et j'adore ça, cette position-là où genre je prends le savoir, je kiffe, tu vois. Et j'ai que à me concentrer sur une chose, apprendre des trucs, enrichir mon cerveau. Et ça, genre c'est un vrai kiff, quoi. Donc il y avait ce côté-là où je me retrouvais pas à la fac, tu vois, où j'étais plus individuel, enfin pas individuel, mais genre fondu dans un masse, quoi. Il y a pas ce côté structure, donc voilà. Et donc je me suis dit pourquoi pas être prof, transmettre, etc. J'avais donné des cours à droite à gauche, let's go quoi. Les parents sont profs. Enfin tu vois, je me suis dit on y va. C'était un choix de facilité. C'était un choix un peu de facilité. C'était un choix qui me rassurait, je pense, en termes de structure. Ouais. Et puis. Comment ça s'est passé cette classe préparatoire? Alors, je peux pas rentrer trop dans les détails, sinon ce podcast va être cancel. Mais on a bien déconné sur la première année. On a quand même bien bossé, pour être tout à fait honnête. Mais surtout, tu vois, j'arrive en deuxième année, en spé anglais du coup, et je prends 1 de moyenne toute l'année. Donc autant te dire que pour quelqu'un qui aime la performance, et être bon et avoir des bons résultats. C'était horrible. Genre, je me rappelle que on distribue les notes des élèves dans l'ordre en fait, de la meilleure note à la moins bonne note. Et en anglais, j'attendais. Tu passes la moyenne et tu passes le 5. Et tu passes le 3, et là tu te dis, ok, bon, du coup t'es la dernière copie, et tu dis, ok, je suis vraiment très nul en traduction, du coup. Et ça, j'ai fait toute l'année, j'ai fait 1 de moyenne, quoi. Alors je pense que j'étais hyper démotivant de ce genre de situation. Ouais, alors, il y a un moment où tu te dis, putain, je vais bosser comme un ouf pour pouvoir remonter les notes. Et en fait, à un moment donné, tu te dis que t'es tellement loin que, sur League of Legends, je dirais, j'ai FF mental, tu vois, genre, j'ai / abandonné, et je passe à l'année d'après, tu vois. Ouais. C'est sûr, mais alors du coup, tu fais les 2 premières années, tu passes les concours. Ouais, exactement. Je passe des concours classiques de normal sup, où je finis très loin, évidemment, puisque je donc t'es pas pris, tu décides de faire une 3e année. Ouais. Mais entre ces 2 années, la 2e et la 3e année, tu tentes quelque chose. Oui. Il y a toujours eu, donc je vous disais, Pierre-Emmanuel était très intéressé par les métiers de l'ordre, et en fait, il envisageait pourquoi pas une carrière militaire. Yes. Même ça a été plus qu'envisagé parce que tu as même été jusqu'à intégrer un stage. Tu me rattrapes si je me trompe, mais c'était une sorte de stage d'1 mois. Ouais, c'est ça. À Saint-Cyr. À Saint-Cyr. Tu veux nous en parler un petit peu? Exactement. C'est quelque chose que j'avais déjà eu avant, parce que même au lycée, j'avais regardé pour être sous-officier, donc c'est un truc qui est resté longtemps, mais à cause de mes yeux, j'ai des yeux vraiment très pourris. J'ai pas pu être instructeur, donc en fait on s'est dit vas-y go, je vais en classe prépa, etc. Et donc effectivement il y a un moment donné où c'est revenu dans ma tête, où je me suis dit pourquoi pas en fait de passer le concours pour être officier, aller à Saint-Cyr. Donc je fais ce stage-là pendant 1 mois. Et en fait c'était pas du tout pour moi, malgré les apparences. Moi je pensais que j'allais être un mec un peu, tu vois, brut de décoffrage, pas de problème, et qu'on allait y aller, quoi. T'étais très sportif, t'étais très volontaire, t'aimais l'ordre, exactement. T'étais hyper carré dans ta tête. Et tu disais, ce milieu-là, en fait, c'est pour moi, qui aime bien les règles, qui aime bien les consignes, qui, en plus, tu partais plutôt pour une carrière militaire où c'était toi qui allais donner des ordres. Ça te correspondait assez bien. Ouais. Tu vois, dans l'armée, il y a quelques trucs. Et en fait, avec la lecture, c'est toujours pareil, pour les auditeurs. Genre, en relisant avec ce que je suis maintenant, ce qu'ils étaient dans le passé, je comprends très bien pourquoi ça me va pas. Parce qu'en fait, on pouvait pas aller pisser tout seul, on pouvait pas aller aux toilettes tranquille, solo, on était toujours en groupe. Donc
déjà ne pas avoir d'individualité pour moi c'est très compliqué. Ne pas faire ce que tu veux dans la journée, bah c'est aussi très compliqué, tu vois. Pourquoi est-ce que tu as un truc idiot à faire alors qu'en fait tu pourrais faire autre chose qui est moins idiot juste par principe? Moi ça me pose problème. J'adorais le côté cérémoniel, le côté chant, le côté escadron où on était tous ensemble, etc. Mais pour autant tout le reste en fait, l'opérationnel et en tout cas peut-être pour être tout à fait clair le niveau intellectuel que j'ai eu sur place dans les enseignants, etc. Ça m'a, enfin j'ai trouvé ça très en dessous de ce que j'avais en termes de niveau d'attente et donc ça m'a pas plu du tout quoi. Donc c'était pas une bonne expérience. Non. Mais qu'est-ce que ça t'a appris? Déjà, ça t'a appris sur toi à mieux te comprendre, à mieux savoir ce que toi tu voulais. Ouais, carrément. Après, j'en ai fait des cauchemars pendant 1 an, quand même. Donc c'était quand même assez, alors je dirais peut-être pas traumatisant, mais ça a été quand même une expérience douloureuse dans le sens où c'était un échec, clairement. Je l'ai vécu comme tel. C'est-à-dire qu'à la fin de la prépa, il y a le capitaine qui me disait bon alors Branger, vous en pensez quoi? Et moi j'étais assez convaincu de me dire que j'avais fait quand même un bon stage globalement, que ça allait, bon bah ouais ça va, c'était pas mal machin. Il me dit non mais c'est pas du tout fait pour vous quoi. Et là j'ai fait ah oui ok, donc j'étais en complet décalage avec ce que j'en avais perçu et ce que elle avait perçu de moi quoi. Donc ouais complètement à côté de mes pompes. En plus moi en fait j'ai un profil, tu me prives de sommeil, j'oublie mon béret, j'oublie mon FAMAS, je me fais défoncer. Alors tout le monde faisait des pompes, tu sais on prenait des punitions. Alors c'était tu sais on faisait des pompes, c'était merci Branger, en faisant les pompes en même temps, tu vois. C'était horrible. Ouais. Et tout le monde me détestait parce que justement j'étais le mec qui oubliait tout le temps un truc. Genre je me trompais de chemise. Enfin bref, tu vois, c'était une galère. Alors que c'est quand même surprenant parce que pour les personnes qui te connaissent, t'es super carré. Ouais, et en fait, je compense en étant ultra carré, mais et c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire cet épisode-là, c'est que je suis pas un super-héros, je suis pas plus fort que les autres pour les auditeurs. Moi, je suis hyper tête en l'air. J'arrive tout le temps en retard. Enfin, même encore aujourd'hui. Non. Pour le coup, ce midi, on s'était donné rendez-vous à 12h15 pour manger ensemble. T'es arrivé à 12h14. Ouais. Et vraiment, j'ai regardé ma montre et je me suis dit, mais c'est pas possible, il est à l'heure. Ouais. C'est pour dire aussi quand même à quel point d'habitude, t'es toujours un peu en retard. Ouais. Et c'est hyper dur de le corriger parce que c'est ma tendance naturelle et tu vois, je le sais, et même en rendez-vous commercial, hein, ça m'arrive hyper souvent d'être en retard. Et pourtant, tu vois, ça n'a rien à voir avec le respect de l'autre. Parce qu'on me l'a dit, ça, c'est parce que tu respectes pas l'autre. Ouais, pas du tout, hein. Moi, je respecte à mort les autres. C'est juste que dans ma tête, je me dis, ok, on a prévu 3 quarts d'heure, j'arrive 2 minutes en retard. Bon, bah, c'est pas grave, on a 42 minutes et puis voilà, tu vois. Sauf que pour les gens, c'est pas comme ça. Ils réfléchissent pas comme ça, les gens. Les gens, ils se sentent vexés que t'arrives en retard, ouais, en fait. C'est ça. Parce que ça se trouve, les gens, ils ont des choses prévues derrière, etc. Donc, forcément, quand la personne arrive un quart d'heure, soit c'est un quart d'heure de moins, soit tu décales d'un quart d'heure. Terrible. C'est pas très agréable, mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel tu travailles en ce moment, j'ai l'impression. Je travaille depuis des années là-dessus, mais c'est toujours en construction. Les résultats ne sont pas toujours là. Ouais. Donc on revient sur le parcours. Tu fais ta 3e année derrière ce stage militaire, toujours à Poitiers. Tu cubes comme on dit. On cube, et derrière, tu passes à nouveau les concours. Ouais. Mais là, il y a même pas de. Il y a école de commerce cette fois que je me dis on y va quoi, on va voir. Il n'y a pas de gros enjeux. Tu te disais voilà. Je vais à la fac. Voilà. Tu finis à la fac, donc à la Sorbonne à Paris. Ouais, exactement. C'est quoi, c'est un master de lettres modernes? Ouais, en recherche. En recherche. Exactement, à Paris 4, parce que quand même, on n'allait pas aller à une fac lambda, tu vois, on va dans les bâtiments de la Sorbonne, trop stylé, on dirait que c'est Harry Potter, tu vois. Mais ouais. Ça s'est passé comment? Parce que du coup, t'es rentré directement en année de master. Ouais, c'est ça exactement, parce qu'en gros, la 3e année de prépa, c'est un redoublement d'une 2e année, mais c'est tellement dur que ça compte comme une 3e année de fac. Pour vous donner le niveau d'exigence intellectuelle que ça représente. Et donc, j'arrive à la Sorbonne, en master recherche, avec quand même la petite idée dans la tête de peut-être que je vais pouvoir faire des transitions vers des écoles de commerce ou autre. En tout cas, je vais explorer, peut-être être prof de français, etc. Et en fait, je me retrouve à avoir genre 15 heures de cours par semaine, dont 2 obligatoires. Et j'ai découvert League of Legends. Et là, et le sport aussi. Là, c'était beaucoup de jeux vidéo. Ouais. On avait fait une semaine à Paris avec Clément, notre petit frère. On avait passé pratiquement la semaine à jouer à League of Legends. Enfin, c'était à la fois des très bons souvenirs, mais en même temps, avec le recul, on se dit bon, ce serait pas forcément à refaire. Mais il y a quelque chose d'autre que tu fais pendant cette année? Ouais. Quelque chose d'autre, tu vois de quoi je parle ou pas? Ouais, je crois savoir de quoi tu parles, ouais. Je parle de Health Masters. Qu'est-ce que c'était Health Masters? Parce que je dis c'était parce que ça n'existe plus. Mais c'est vrai que je pense que ça doit être encore trouvable sur Internet. À l'enfoiré, Tu peux nous en parler un petit peu? Health Masters, bah oui, c'était ma chaîne YouTube. Ma chaîne de vidéos YouTube sur le fitness, exactement. De coaching sportif. Que j'avais lancé avec mon meilleur pote Vincent.
qu'on a lancé ensemble. Ouais, je sais plus quand c'est en termes de date, mais ne cherchez pas les auditeurs, c'est pas la peine. Ouais, vous pouvez vous en passer. On mettra le lien en description, j'imagine. Non, mais c'est vrai que pour revenir sur le en parallèle, tu fais tes études, t'es en master, Ouais. et en parallèle, tu fais Health Masters, qui te prend Ouais. quand même beaucoup de temps. T'as aucune compétence en montage vidéo. C'est la première fois que tu te mets devant une caméra. Bon, là maintenant, t'es plus habitué avec ton podcast, avec tes interviews, etc. Mais c'est vrai que à l'époque, t'étais pas du tout à l'aise là-dedans. Et là, d'un coup, tu te lances dans cette expérience de la vidéo YouTube. Ouais. Qu'est-ce que tu ressors aujourd'hui? Comment tu refais? Est-ce que tu revois des épisodes et qu'est-ce que tu te dis quand tu les revois? C'est cringe, hein. C'est cringe de fou, hein. Ça, c'est malaisant au possible. Pour l'interview, j'ai regardé, c'est vrai que c'est pas ouf. Ouais, c'est hyper malaisant. Mais en fait, c'est ce que je me dis, c'est que à l'époque, pour les auditeurs, Thibaut InShape, il avait genre 2000 abonnés, quoi. C'était le tout début, quoi. C'était vraiment. D'ailleurs, j'ai un commentaire de Thibaut InShape. Je te salue, mon pote. C'est sur la toute première vidéo de Health Masters. Et c'est trop drôle, quoi. Mais c'est vraiment pour dire que c'était le tout début. Et évidemment, avec les moyens technologiques d'IA, etc. aujourd'hui qu'on a, si on regarde aujourd'hui ce qui s'est passé il y a 7 ans, 7-8 ans, c'est malaisant de ouf. Mais sur le moment, c'était pas si malaisant que ça, en tout cas, j'espère. Mais tu vois, ce que je retire, c'est quand même que on a lancé on a un projet en parallèle de notre truc principal. On a eu un rythme de publication, on a appris à faire du montage, j'ai appris à parler en facecam devant une caméra. Enfin, je pense que, tu vois, l'air de rien, aujourd'hui, si je connecte the dots, comme disait Steve Jobs, si je fais les liens entre les trucs, en fait, sans Health Masters, ça se trouve, ce podcast, il aurait pas pu vivre. Hein. Il y a encore un autre point très important dans le chemin pour arriver au podcast, dans ton parcours. Ouais. On y reviendra plus tard, mais là pour l'instant effectivement on est sur Health Masters. Okay. Donc ça t'a appris plein de choses, ça t'a appris donc le montage, tout ça, mais ça a forgé une première pierre à vraiment une volonté de ta part de vouloir à la fois avoir une activité professionnelle qui te plaise, qui soit en rapport avec toi, et à la fois qui touche au sport. Ouais. T'as toujours voulu, plus ou moins, alors dans tes activités professionnelles par la suite, t'as pas toujours eu des métiers qui étaient en rapport avec le sport, mais le sport a toujours fait partie de ta vie, et toi t'as toujours voulu éventuellement avoir quelque chose en rapport avec le sport, avec le bien-être, avec se donner, se surpasser. Ouais, carrément. Et je pense que ça joue aussi avec le côté d'amélioration de la vie des gens, tu vois, de lutte contre la sédentarité, contre l'obésité, etc. Enfin, casser aussi les idées préconçues. Enfin, tu sais, il y a plein de bullshit, de broscience en sport. Mais tu vois, ça est encore valable aujourd'hui. Hein, pour ceux qui le savent pas, je suis en train de passer mon diplôme de coach en formation bayésienne, une formation qui est connue grâce notamment à Nevin Barnett et Antoine Fonbonne. Et là, je suis en train de passer mon diplôme actuellement en parallèle de mon taf et de mes tafs, etc. En parallèle. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que ça m'intéresse, cette amélioration de la performance, de la santé physique, etc. Ouais, toujours. Toujours, ça a toujours été l'objectif. Ouais. Alors, on revient dans l'ordre. Donc, ton master de lettres modernes à Paris, ça c'est bon, c'est dans la poche. Maintenant, tu te lances dans un nouveau challenge. Et là, c'est un petit peu le challenge décisif. C'est les concours d'école de commerce. Et là, cette fois, tu y vas vraiment sérieusement. Ouais, j'y vais sérieux là. Là, j'ai bossé. Et en même temps, j'y vais avec 3 ans de classe prépa dans les pattes. Mais en littéraire. En littéraire. En marketing, en économie, en tout ça, t'es à zéro. Zéro. T'as rien. Et là, c'est quoi, 2 mois, 3 mois, tu te mets à fond dedans. Ouais. Tu travailles comme un porc. Ouais. Et j'ai eu 20 à tous mes examens, en fait. Ouais. Bah, là, j'ai bossé, hein. J'ai bossé. Après, voilà, y a pas le temps, enfin, on n'était pas là pour boire le dépat, hein. Donc, si tu veux, il y avait pas le choix. J'avais, en fait, moi, c'est plutôt ça. Le truc, c'est que j'avais pas envie d'avoir les écoles de commerce, mais je détestais tellement ce que je faisais. Enfin, c'est pas que je détestais tellement ce que je faisais en littérature, mais c'était tellement pas moi, c'était tellement pas aligné avec ce que moi j'ai envie de faire dans ma vie. Je me sentais tellement enfermé dans ce truc-là que je me suis dit, mais jamais de la vie que je reste là-dedans, quoi. Je préfère faire n'importe quoi, mais être dans ma tour d'ivoire en train de créer des choses sur des œuvres passées, c'est pas pour moi. Moi, j'ai besoin d'avoir un contact avec le réel, avec le terrain, améliorer la vie des gens et faire des recherches sur la littérature. C'est génial, c'est nécessaire, c'est critique. Mais c'est pas ce que moi, ce sur quoi je suis appelé, quoi. Donc, une école de commerce, tu passes les concours et tu décides d'aller à l'école de management de Grenoble. Ouais, c'est ça. Comment ça s'est passé? C'est bien passé, Grenoble? Alors, Grenoble, en tant que tel, c'était très cool. J'ai fait beaucoup de crossfit. C'était trop bien. C'est là où j'ai découvert le crossfit. J'ai kiffé les enseignements de l'école, même si je trouve que c'est un peu overkill. Enfin, comment dire?
ce que t'apprends en école, c'est pas ce qui est le plus important sur le travail, c'est plutôt le tampon que tu vas avoir sur ton CV, éventuellement le réseau que tu vas faire, mais c'est plutôt ça. Et après, j'ai pas du tout aimé l'ambiance de l'école de commerce, qui était très m'as-tu vu. Moi, je suis très humble, tu vois, genre j'ai pas envie de faire des choses ostentatoires, tu vois, même si j'aime bien les accessoires, genre les bagues, etc. Je suis pas quelqu'un qui va chercher à se mettre en avant, se valoriser, etc. Notamment par le pas fric. du genre à aller dans le BDE ou ouais, non, pas du tout. Enfin, bon, genre c'est pas trop ton truc. Et même je faisais une lutte, tu vois. Encore une fois, je me différencie. Je me faisais comment dire, mon truc que je voulais absolument, c'était que je voulais pas avoir d'association pour être différent, quoi, tu vois. Mais à côté de ça, t'avais encore Health Masters, t'avais encore tout le sport que tu faisais, ouais, carrément. etc. Ouais, j'avais ça, ouais, c'est vrai. T'avais tout et donc l'école de commerce, ça se passe bien, t'obtiens ton diplôme, effectivement. Ouais. Il y a aussi une discussion qu'on pourra avoir sur le fait on n'apprend pas grand chose dans ces écoles-là de concret pour le travail plus tard, mais c'est plutôt les alternances, les expériences professionnelles qu'on se fait dans ce cadre-là qui sont importantes. Exactement. Donc toi, t'obtiens ton diplôme. Ouais. La suite logique, c'était de venir sur Paris. Ouais. Alors t'as fait un passage à l'étranger. Ouais, en Crète. C'était en Crète, ouais. Centre de vacances, look voyage. C'était une sacrée expérience aussi. Pendant 6 mois, j'ai en stage du coup. Ouais, tu gérais les excursions des voyageurs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu sais, l'arrivée à l'aéroport, le fait de faire repartir les gens à l'aéroport parce que des fois il y en a qui oublient leur avion. Et puis la gestion opérationnelle du centre en fait. Genre plein d'anecdotes de ouf. Genre tu vois une fracture ouverte du tibia dans la piscine. Faut recoller les 2 morceaux. Le mec qui tape sur la gueule de sa femme et donc forcément faut faire un peu la médiation. Enfin tu vois des trucs assez chauds. J'ai pas appris grand chose de technique, mais alors à manager des humains et des émotions et des gens, genre à 4h du matin où t'as quelqu'un qui a oublié de prendre ses médicaments et qui te dit qu'il y a de la pollution dans sa chambre, c'est challengeant, hein. Oui, ça donne des compétences de gestion d'équipe pour ce que tu fais par la suite. Ouais. Donc moi je me rappelle très bien, je sais plus exactement quel mois c'était, mais je me rappelle que 2 semaines avant que tu rentres en France, tu m'avais envoyé un message dans lequel tu me disais bon là j'ai trouvé un super plan, une super opportunité professionnelle. Quand j'arrive à Paris, on allait se mettre en coloc ensemble pendant plusieurs mois. Je t'en parle et puis tu me dis ce que t'en penses. Donc tu es rentré et tu m'as présenté quoi? On va peut-être pas citer le nom de la marque, carrément. Mais tu me présentes je savais que t'allais me parler de ça, salaud. Tu me présentes un business de MLM. Ouais, c'est ça, de marketing de réseau. Exactement, qui était basé sur la santé, l'amélioration du bien-être, qui était sur des compléments alimentaires. Ce n'est pas le truc qui commence par Herba et Life, qui était très connu. C'était un truc un peu plus niché quand même, avec des produits, je crois, à base de fruits rouges du nord de l'Europe, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, c'était a priori quand même assez qualitatif en termes de produits. Les produits avaient l'air d'être plutôt bons, enfin étaient plutôt bons parce que même nous on les a consommés pendant longtemps et c'était plutôt. Et ta question c'est quoi du coup? Et ma question c'est pourquoi? Ouais. Pourquoi s'être lancé là-dedans? Qu'est-ce que tu as cru là-dedans et est-ce que tu es déçu de l'expérience ou au contraire est-ce que ça t'a quand même été utile? En sachant que du coup moi j'ai répondu oui et je suis rentré dans le business avec toi. Très important. Et rentrer dans le business veut dire de l'investissement. Voilà, oui. À l'époque où tous les deux on n'a pas de situation financière, on n'a pas de taf. Moi en parallèle je suis étudiant et donc toi tu viens de finir ton école de commerce. Ouais, et puis la barrière à l'entrée, je crois c'est 500 balles ou 600 balles pour d'investissement, ce qui est colossal à cette époque-là quoi. Genre pour nous c'est vraiment énorme quoi. Ouais. Donc pour remettre le contexte. Donc alors, il y a plein de trucs à dire là-dessus. Déjà le premier truc c'est que c'est dans ce marketing de réseau. Alors marketing de réseau, je sais pas me positionner, tu vois, je sais pas dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc c'est on va dire légal, que c'est pas un truc pyramidal, je me dis pourquoi pas. Si c'est la vision, c'est de dire le cool marketing, je le mets dans du parrainage pour faire rentrer des gens, sur le principe pourquoi pas. Néanmoins, je suis quand même pas sûr que ça soit les plus belles boîtes qui soient créées, qui apportent le plus de valeur avec le marketing de réseau. Désolé pour ceux qui en font là, mais j'ai ma conviction un petit peu là-dessus. Je suis beaucoup plus axé sur des boîtes business traditionnelles, business de plomberie, si tu veux, ça apporte de la valeur, ça résout des problèmes. Les startups, en général, ça essaie de résoudre des problèmes. Moi, je suis vraiment en mode résoudre des problèmes. Tu vois, c'est ma vision de l'entrepreneuriat. Et ça, je suis pas sûr que, tu vois, c'est un nice to have, c'est un truc cool, un bonus. Ça va pas te régler ta vie, quoi, de manger des compléments sur cette partie-là, en tout cas. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce que j'en retire, c'est que je me suis très longtemps senti responsable de t'avoir embarqué là-dedans. Parce que c'était peut-être pas ta kiff, même si ça a très bien performé d'ailleurs. Moi, j'ai pas eu de perte financière, hein. Toi non plus d'ailleurs. On a tous les deux réussi à amortir. C'est ça.
À la différence de certaines personnes qu'on avait fait rentrer dans le business qui, eux, ne se sont pas suffisamment investis. Parce qu'en fait, dans ces métiers-là, enfin, dans cette activité-là, si on s'investit suffisamment, on a des résultats, c'est une certitude. Après, savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, ça, chacun se fait son idée sur la question. Mais il y a des résultats quand on travaille dans ce genre de... Ouais, en général, en tout cas. D'activité, oui, quand c'est bien fait. Et le truc, du coup, c'est que, tu vois, là, moi, ça me pose une question, c'est, je crois en l'humain. Tu vois, je crois que les gens sont intelligents, tu vois. Et c'est les déresponsabiliser de croire qu'ils font pas les choix en pleine conscience. Donc, toi, moi, je suis convaincu que t'es assez intelligent pour que, même si je suis ton frère, tu sois assez intelligent pour dire, ça, c'est j'y vais ou ça, j'y vais pas. Tu vois. Même si tu me fais confiance, etc. Donc, j'ai envie de te laisser la responsabilité de ton choix. Ça, c'est la première chose. En revanche, il y a évidemment une implication émotionnelle où je me dis, putain, je l'ai mis là-dedans, j'espère que ça va marcher pour lui, etc., etc. Le troisième point, c'est que c'est là où j'ai fait mes premières âmes de call calling. Hein. C'est là où j'ai commencé à prendre mon téléphone, appeler des gens à froid. Alors, sachant que dans le cercle chaud, c'est encore plus engageant que des gens que tu connais pas. Parce que les gens que tu connais pas, tu les appelles, qui t'envoient chier, tu t'en fous, tu vois. Mais quelqu'un qui est chaud, que tu connais, que tu embarques là-dedans, et en fait ça fonctionne pas ou autre, bah t'as les boules, tu vois. Parce que tu te sens responsable. Donc, c'est là où j'ai commencé à faire mes premières armes de téléphone, et je pense que c'est une des choses qui a fait que derrière, en tant que commercial, ça a bien fonctionné, quoi. Parce que moi, j'avais plus peur après. Hein. Quand tu te tapes des merdes comme ça, des après-midi, avec t'appelles tes potes, tu te fais envoyer chier, que t'as le seum, etc. Derrière, en fait, quand t'appelles des gens que tu connais pas, tu dépiles, t'en as rien à faire, t'as fini la barrière de je suis pas trop sûr de l'appeler, j'ai peur, non, ça c'est fini, hein. Ça n'existe plus. Est-ce que tu vois cette activité-là comme un échec dans ton parcours ou pas? J'aime pas dire le mot échec parce que tu t'apprends toujours des trucs, tu vois. C'est pas un échec parce que comme je te l'ai dit, sans ça probablement j'aurais été mauvais commercial ou en tout cas moins bon au démarrage. Donc je dirais pas que c'est un échec, mais j'aurais préféré t'éviter ça par exemple, ouais. Après c'est un truc non plus. C'est un truc qu'on a vécu ensemble aussi et on a tu vois même fait un petit séjour à Vienne dans ce cadre-là, enfin c'était assez c'était cool, non, franchement. On a mangé de la saucisse, c'était cool. Ouais, c'était cool, à Vienne au kilomètre. Ouais, absolument. Non mais c'était vraiment cool en vrai. Même ça nous permettait d'avoir aussi un truc à nous deux, tu vois, de notre côté, ça a duré quelques mois. Ouais. Après on est quand même assez rapidement sorti du business. Moi, je suis d'ailleurs parti de la coloc et c'est donc ton meilleur ami Vincent qui m'a remplacé. Ouais. Et là, c'est un nouvel arc. Ouais. Qui a duré longtemps aussi. Ouais, qui a duré longtemps. Ouais. Super longtemps. Il y a un nouvel arc dans ton parcours, c'est MaFitBox. Donc là, on arrive après le Masters, on arrive à MaFitBox, qui t'emmène donc sur un projet professionnel très concret qui a même plutôt très bien marché. Qui a très bien marché, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est comme Blissim, donc Birchbox pour le fitness. Donc c'est-à-dire que on a une boîte surprise mensuelle dans laquelle on va avoir un accessoire, un textile et de la bouffe pour le sport et plus précisément pour le CrossFit en l'occurrence. Et ça, on a fait ça pendant 3 ans. Ouais, 3 ans et ensuite on a revendu la boîte, ouais. Et vous aviez pas mal d'abonnés et tout. Enfin, ça a bien carrément. marché. Hein. C'était assez visible. Vous étiez dans les tops de etc. Les meilleures box. Ouais, on était offert pour Noël, tout ça. Vous étiez vraiment bien. On était dans les plus grosses box françaises. Pour vous donner un ordre d'idée, on avait 500 à peu près abonnés en moyenne mensuellement, sachant qu'on n'avait pas d'engagement, c'est-à-dire que les gens pouvaient partir du jour au lendemain. C'était d'ailleurs un point intéressant à réfléchir, tu vois, avec le recul. Et ça crachait peut-être quelque chose comme entre 2 et 300 000 euros par an, hein, quand même. Donc c'était pas le petit side business qui fait 50 000 balles ou 10 000 balles. Non pas que je sois offensant avec ça, hein. C'est juste que c'était un vrai gros business, quoi. Mais c'était en parallèle de ton activité professionnelle. C'est-à-dire que tu faisais ta journée de travail, 9h, 18h, disons, et le soir, souvent plus. Ouais. Et le soir, quand tu rentrais, t'avais encore toute ta journée de travail, alors avec ton pote Vincent, bien sûr. Et Lilian. On lui fait une spéciale dédicace, ouais. C'est vrai, Lilian, je me rappelle plus. Absolument. Donc vous étiez 3 dans le business, mais vous étiez quand même tous les 3 à devoir travailler tous les soirs ensemble pour faire avancer le business et que ça marche bien, etc. Donc toi, t'avais vraiment 2 journées de travail dans les pattes chaque jour, quoi. Ouais, exactement. Et le week-end aussi, évidemment. Le week-end, oui. Et ouais, c'était une orga de ouf. Et franchement, mais le truc, tu vois, c'est pareil. On n'est pas devenu riche par rapport à ça. On n'a pas gagné beaucoup d'argent, pour être très clair. Mais par contre, les enseignements qu'on a pris en 3 ans, mais laisse tomber, quoi. Laisse tomber. Franchement, c'est pour ça qu'en fait, et on n'a mis aucun fonds propre là-dedans. C'est-à-dire qu'on a mis 0 € de notre poche. On a lancé le business, on a mis 0. Et on a juste cru, on a fait de la croissance qu'avec la profitabilité de la boîte. Parce que vous aviez mis en vente la première box avant de l'avoir. En fait. Ouais, c'est ça, on a fait une précommande, on en a vendu, je crois, on était au ski tous les 3. Ouais, c'est ça, on était au ski tous les 3, parce qu'on avait un week-end, un concours d'entrepreneurs, je sais pas quoi.
qu'on a d'ailleurs jamais eu la récompense. Coucou, j'aime. Et du coup, j'aime, c'est mon école de commerce. C'est pour ça que je dis coucou. Il nous a jamais envoyé la récompense. On a fait ce concours-là, et le jour du concours, on lance le site internet. Et là, clac, on est en train de danser, faire la teuf et tout. Et là, clac, les commandes. On a fait, je crois, 80 commandes le premier mois. Ce qui est, genre, assez costaud, tu vois. Et on a fait x2 sur le mois d'après. Donc là, on s'est dit, ok, c'est parti, on a trouvé le truc, quoi. Et là, ça vous a permis aussi d'apprendre à gérer toutes les galères possibles. Les problèmes de livraison. Je me rappelle quand je venais à l'appartement dans votre coloc, quand il y avait des tonnes et des tonnes de t-shirts, il y avait eu des problèmes de commandes, vous n'arriviez pas à envoyer les colis, etc. Enfin bon, il y a eu, c'était l'aventure, quoi. Vous avez tout découvert sur le tas, dans l'expérience, quoi. La tête de la première, on n'a pas eu de comptabilité pendant au moins 2 ans, ce qui est catastrophique. En fait, je savais même pas si on était rentable ou pas, hein, concrètement. Même si j'avais quand même des dashboards de reporting, mais c'est pas ma formation, donc voilà, quoi. Et surtout, en fait, il y a eu plein de merdes, quoi, qui se sont passées. Genre, en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que c'est pas un business de sport. Tu lis des instruments de sport, ok. C'est pas un business de sport, c'est un business de logistique. Et la logistique, on l'avait outsourcée dans une boîte externe. Donc en fait, on n'était pas en maîtrise de notre chaîne de valeur. Et ça, mais quelle erreur critique, quoi. Donc c'était une erreur, c'était une galère de ouf. Tous les mois, en fait, il faut livrer de la box. Sauf que t'encaisses le truc au 20 du mois, tu dois livrer entre le 20 et 30 sur la théorie, mais t'as 3 fournisseurs. Les 3 fournisseurs doivent livrer aux entrepôts. Le temps d'assembler la box, de l'envoyer, t'as le jour de livraison, le jour de l'assemblage et la réception, t'as toujours un des 3 qui a une merde. Donc typiquement, si il y en a un qui a les entrepôts qui vont cramer, l'autre t'as les entrepôts qui sont noyés, l'autre il nous a piqué les produits, ils nous ont piqué notre thune, ils nous ont jamais livré les produits. C'était une galère. Et donc des fois on arrivait à avoir 2 mois de retard, quoi, sur la livraison de la box. Mais laisse tomber, quoi, quel enfer. Mais et donc tu te fais chier dessus sur les SAV, tu te fais défoncer par les clients et tout. Ça fait 2 mois que j'ai payé, j'ai toujours pas reçu ma box, c'est pas possible. Et moi, je les appelais entre midi et 2. Je suis désolé, etc. On a ça comme problème. Hyper authentique, mais ouais, ça te forme de ouf. C'était fait à la main, quoi, par trois types de 25 ans. Ouais, peine, c'est ça. Sortie d'études, école de commerce, carrément. C'était vraiment le travail. Jouer à des rouilles, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment à l'arrache, quoi. Ouais. Mais en même temps, c'était quali ce que vous faisiez. C'était de bonne qualité. Ouais, franchement, ça. Vous investissiez, c'était bien, quoi. Ah ouais, ça a bombardé, quoi. Franchement, quand tu regardais le truc, on se disait, mais ils sont une équipe de 15, quoi. On était 3 à temps partiel, quoi. Donc là, depuis qu'on a commencé, j'insiste beaucoup sur le en parallèle, parce que c'est vrai que si on me demandait de te définir, je pense que en un mot, que je dirais bosseur. Ouais, ok. C'est vrai que t'es un gros bosseur, t'as toujours été hyper volontaire, hyper courageux dans l'effort à fournir. Ça m'amène en fait à la 3e partie que j'ai appelée sur mon doc Venons-en à système. Ouais. Je vais revenir d'abord sur un truc que je t'avais dit il y a maintenant quelques années. Je disais que je trouvais que t'étais un cliché du beau gosse. Alors sportif. On n'avait pas la même si c'est d'ailleurs. Pardon. Donc sportif, qui fait gaffe à ce qu'il mange, qui fait gaffe à ce qu'il boit, qui est toujours bien propre sur lui, bien apprêté, etc. Déjà, tu viens de le dire, t'en as parlé à ta psy, c'est que ça t'avait marqué, ça t'avait touché ce que j'avais dit. Ouais, parce qu'en fait, je veux pas donner l'image du mec contrôle fric qui veut tout contrôler, surveiller, etc. Et en fait, pour faire prendre conscience aux auditeurs que moi, je suis pas un super-héros. Hein. Genre, il y a des fois, il y a Dark PE qui arrive et il va faire la teuf et voilà, quoi, c'est trop cool. Mais c'est Dark PE, j'ai mis longtemps à l'apprivoiser et en fait, j'ai toujours ce côté de... j'ai cette urgence. J'ai un peu le FOMO de dire, moi, dès que je perds du temps, j'ai cette urgence, en fait, tu vois. J'ai toujours l'impression de perdre mon temps. Et donc, de vouloir courir après le temps. Et c'est pour ça que j'essaie de lancer plein de trucs, faire bosser, tu vois, lancer des choses. Je fais des tests. Et je vois ce qui prend et ce qui prend pas, quoi. Mais alors, je t'ai aussi dit à Noël dernier, donc là, il y a quelques mois, qu'en fait, je m'étais trompé, que t'étais pas le cliché du beau gosse. Ok. Est-ce que tu t'en rappelles? Parce que c'est terrible, quand même. Je me suis rendu compte avec Système, en écoutant ton podcast, que t'es un cliché. Même si le terme est peut-être pas bien adapté, mais de performance, pas de beau gosse, mais de performance, en fait. Quand tu donnes ton intro, quand t'expliques pourquoi ce podcast, etc., dans les premiers épisodes, en fait, j'ai compris, j'ai fait, mais oui, en fait, c'est pas que c'est le cliché du beau gosse, c'est qu'il veut tout bien faire, il veut être dans la performance en priorité, c'est ça. Est-ce que ça te définit mieux? Ouais, carrément. En fait, ça, le truc, c'est que les gens pensent que ce podcast parle de productivité, de système, etc., et en fait, le sujet de ce podcast, c'est de parler de performance. Et donc, qu'on parle de performance en crypto-monnaie, en immobilier, tant que c'est des écosystèmes avec des mécaniques, des rouages qu'on peut optimiser et améliorer,
moi je kiffe, c'est incroyable, je trouve ça trop stylé, trop intéressant. Donc c'est grâce à ton podcast que j'ai compris ça. Toi, tu encourages les gens à être plus performants. Est-ce que toi, tu peux être plus performant encore chaque jour? Est-ce que tu continues à apprendre sur la performance? Comment tu fais pour développer ta performance à toi? Et en quoi est-ce que tu es légitime pour apporter plus, pour entraîner les gens à être plus performants? Sur la légitimité, en vrai, tout ce qu'on vient de dire, je pense qu'il y a pas de sujet. Il y a aussi le côté où je lis énormément, je consomme énormément de contenu, et surtout aussi j'ai évolué depuis les 8 dernières années dans des environnements de haute performance, scale-up, start-up, qui sont pas des modèles forcément de réussite, mais des modèles où ça va vite, où on se pète la gueule fort, et on se pète la gueule à coups de centaines de milliers d'euros, quoi. Donc tu vois, on teste beaucoup, ça marche pas, mais il y a beaucoup de crash tests, beaucoup de retours de retours en direct, de feedback. Donc il y a ça, et après sur la performance, non mais concrètement, je pense que c'est mon sujet, c'est mon thème. J'adore ça en fait. Je trouve ça complètement passionnant. Est-ce que tu as découvert que c'était ton thème en réfléchissant à ton podcast, ou est-ce que tu as compris il y a bien longtemps en fait que c'était ça ton thème et que tout est organisé autour de ça depuis? Alors, en fait, c'est en relisant le passé que tu te dis en fait c'est la performance que j'aime. Et même tu vois quand j'étais petit en fait ça m'intéressait, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus. C'est un peu ce côté révélation épiphanique, tu vois, où tu te dis mais ouais en fait. Ce qui m'intéressait, c'était d'être performant dans la compétition, performant dans mon corps, performant dans le business, avoir de l'argent pour être libre, pour pouvoir faire des choses qui me rendent performant, etc., etc. On est revenu sur pas mal de points centraux dans ton parcours. On a parlé de ton business, MaFitBox, de la MLM, de Health Masters. Il y a eu des réussites, il y a eu des échecs. Tu penses qu'on est obligé de passer par des échecs pour être un bon performeur? Faut mieux éviter quand même, hein. Enfin, c'est toujours pareil. En fait, on fait ce qu'on peut pour éviter les échecs, tu vois. L'objectif, c'est pas d'en avoir. Et c'est ça qui est très, très important de le comprendre, c'est que il y a tout ce côté un peu à l'américaine en mode faites plein d'échecs, pétez-vous la gueule, nan. Moi, je suis pas d'accord avec ça, hein. Moi, si je lance un truc, c'est pour que ça réussisse, tu vois. Donc, si ça peut réussir du premier coup, tant mieux. En revanche, le fait est que, comme t'as pas toutes les informations en démarrant un MaFitBox, par exemple, forcément, il y a des moments où tu te pètes la gueule et il y a des échecs. Après, c'est ok de se prendre des échecs. L'objectif, c'est quand même de viser de réussir. Et tu vois, on va pas chercher l'échec parce qu'il faut avoir des échecs. C'est ça la petite nuance. Je te donne un exemple très micro. MaFitBox. Une fois, on a livré des box avec, donc on avait un Excel avec nom, prénom, adresse de livraison. On a décalé d'une ligne. Donc on a envoyé 500 box dans des endroits qui n'ont aucun sens. Et donc ça, c'est un vrai échec, tu vois, parce qu'on a perdu des milliers et des milliers d'euros là-dessus. Pour autant, c'était ma responsabilité, j'en ai appris plein de trucs, et au global, ça reste une réussite, quoi. Ça fait 6 mois que ton podcast Système existe. Quel bilan déjà tu dresses de ça? Je lançais ça à la base pour avoir des conversations, pour ma curiosité, avec des personnes qui étaient très inspirantes intellectuellement, qui allaient me stimuler. Check, franchement, j'ai rencontré des gens incroyables, j'ai fait un réseau incroyable. Et surtout, en fait, je me dis qu'on est au balbutiement de ce que ça pourrait être demain, et je pense que il y a vraiment un sujet de société qui est là-dedans, sur la performance, sur tout ça, sur les systèmes, tout ça. Ça parle aux gens. Ce côté triptyque de santé physique, santé mentale, business, ça parle à plein de gens. Il y a les métriques de ce podcast sont telles que ça peut pas être un sujet anecdotique. Donc, est-ce que c'est pas pour moi? Est-ce que c'est pour les invités? Est-ce que c'est pour les sujets? Je sais pas. Je pense que c'est un ensemble des trois trucs. Mais pour autant, c'est sûr qu'il y a un truc qui se passe, quoi. Il y a un truc qui se passe. T'es pas prêt d'arrêter du coup ce podcast? C'est quoi la suite? Je crois pas. Je pense que là tant que je suis curieux en fait, je vais continuer. Pour l'instant, t'as encore plein d'idées, t'as plein de personnes avec qui t'as envie de discuter, envie d'échanger sur des parcours, sur tout ça. D'ailleurs, si les auditeurs vous avez des recommandations d'invités que je devrais inviter, avec grand plaisir de me les envoyer en MP. Vous le savez, il y a quelques invités assez exceptionnels qui arrivent, notamment sur du e-sport, sans spoiler, qui arrivent. Donc voilà, je suis très 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 enthousiaste à l'idée de les recevoir. Et pour autant, envoyez-moi plein d'invités. Je suis très chaud de recevoir tout le monde, quoi, carrément. Mais Système, est-ce que ça va être que un podcast? Est-ce que ça va être que ce contenu-là, ou est-ce que ça va aller plus loin? Ma question en fait, c'est est-ce que toi tu comptes un jour, générer des revenus avec cette activité? Parce que pour l'instant, on peut le dire honnêtement, tu gagnes 0 € avec tout ce que tu produis. C'est que gratuit, c'est pour la communauté, c'est pour vous, pour m'enrichir aussi mon cerveau, mais c'est surtout pour vous que je fais ça, et pas pour le kiff, hein, bien sûr. C'est aussi pour construire une marque personnelle forte, tu vois, évidemment.
Donc, mais aujourd'hui, ça me coûte de l'argent, hein, tous les mois. Depuis le début du système, j'ai un vrai négatif, quoi. Parce que là, on n'est pas du tout chez toi. Hein. On est pas chez vraiment dans moi. un studio. Tu as loué ce studio pour qu'on puisse tourner pendant un temps défini. Exactement. Voilà. C'est de l'investissement. C'est un vrai investissement, un coût financier assez élevé, honnêtement. Pour autant, je trouve que la plus-value pour moi, elle est là, et c'est pour ça que je continue de le faire. Évidemment, encore une fois, je lance une bouteille à la mer. Je suis en recherche actuelle, activement, de sponsors qui ont du sens pour ce système, pour vous, les auditeurs. Donc c'est quelque chose qui va être intéressant dans les mois à venir à développer. J'ai commencé à faire rajouter des collaborations commerciales dans tes épisodes. Exactement, des partenariats qui ont du sens, qui vont être utiles, qui ont une vraie plus-value pour la communauté. Ça, c'est ce que je vais développer, c'est ce que je commence déjà à développer. Donc oui, l'objectif c'est quand même d'être au moins flat, donc peut-être pas rentable, mais au moins pas générer de coûts, à l'équilibre. Et surtout dans le futur, oui, j'imagine plein de synergies possibles. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui me contactent en disant sur la santé physique, comment est-ce que je peux améliorer prendre du muscle, perdre du poids, enfin ce qu'on veut, hein, on peut imaginer plein de choses. Ça, du coup, j'ai une personne aujourd'hui dans mes équipes qui gère cette partie-là, qui va gérer cette partie système physique ou système bien-être. On sait pas encore comment on va l'appeler. Côté business, tu vois, aujourd'hui, j'ai plusieurs branches qui vont exister sur différentes thématiques plus précises. Exactement. Tu vois, système business, je développe un sujet de VP Sales, donc directeur commercial en intérim. Enfin, tu vois, je suis en train de développer pas mal de choses comme ça. J'ai envie de m'entourer d'un coach préparation mentale. Enfin, voilà, plein de choses comme ça que j'ai en tête. Okay. Et j'espère que ça va apporter ses fruits dans le futur. Ouais. C'est cool, c'est plein de projets, ça c'est hyper positif. En regardant les commentaires sous certaines de tes vidéos, on va revenir sur le fond des commentaires, mais il y a certains qui disent que tu vas finir par vendre des formations, etc. C'est le cas ou pas? C'est très compliqué le sujet de la formation parce qu'en France ça a une très mauvaise image et ça a été complètement. Enfin, il y a des gens qui ont vraiment fait de la merde, quoi. Concrètement, qui ont vendu des trucs de dropshipping nuls. Enfin, c'était horrible. Je peux pas dire non parce que j'en suis pas sûr à 100% et on sait jamais. Aujourd'hui, c'est pas l'objectif. Si on me demande une formation, par exemple typée commerciale dans un domaine d'expertise que je maîtrise bien, sur lequel j'ai roulé ma bosse, sur lequel je suis sûr d'apporter une plus-value, je le ferai. Aujourd'hui, c'est pas la stratégie que j'ai choisi d'adopter. Ouais. D'accord, donc tu vas pas proposer de formation là dans les 2-3 mois à venir ou... Dans les 2-3 mois, c'est pas l'objectif. Okay. Après, tu vois, dans un an, j'en sais rien. Oui. Je vais pas me laisser fermer de porte parce qu'il y a des connards qui ont fait n'importe quoi sur les formations. Mais pour autant, et je me dis, si je fais un truc qualitatif qui apporte de l'éducation aux gens, let's go, tu vois. Mais c'est pas la stratégie que j'adopte au court terme, en tout cas. Ok, donc ça c'est parfait. Et si on revient plus précisément sur les commentaires... Ouais. Moi, je suis ton frère, c'est vrai qu'il y a certains commentaires qui m'ont pas fait hyper plaisir quand je les ai vus sur certains réels, notamment sur Insta. Ouais, sur la vidéo du TOC surtout. Ouais, sur la vidéo du TOC, t'as eu énormément de retours, ouais. 1 million de vues aujourd'hui. C'est des propos qui sortent tellement de la réalité de qui tu es vraiment que pour moi c'est lunaire que certaines personnes te perçoivent comme ça, mais c'est aussi sûrement une partie de l'image que tu dois renvoyer. Ouais. Déjà, toi, comment tu les as pris ces commentaires? Et comment tu les accueilles? Est-ce que c'est intéressant de voir ces commentaires? J'imagine que oui pour les critiques constructives et non pour les critiques pas constructives, mais comment tu le ressens toi? La vidéo de TOC, je l'ai postée. Une semaine a fait 10 000 vues, donc normal. Et après, elle a commencé à buzzer. Elle est partagée par des humoristes, etc. Et c'est là où je me suis fait un peu arracher. Pour autant, en fait, ce qu'on dit pas sur la vidéo du TOC, c'est que j'ai reçu des milliers de messages en MP, en mode, je suis exactement comme toi, je pense exactement pareil, ils sont trop cons, etc., etc. Donc, il y a ça aussi qu'il faut avoir en arrière-plan. Et en fait, moi, ça me fait surtout de la peine parce que, en fait, prendre du temps de ta vie pour marquer un message méchant, ça veut dire que t'as vraiment une vie de merde, quoi. Donc moi ça me fait de la peine pour ces personnes-là parce que je prendrai jamais du temps de ma vie pour dire un truc méchant parce que j'ai mieux à faire. Et après ça m'a affecté pendant peut-être 24-48 heures, mais j'arrive vraiment à me dissocier de l'image que je renvoie sur les réseaux sociaux. Et ça c'est je pense un énorme point fort de mon côté. J'en ai rien à foutre, notamment grâce à un Health Master par exemple, parce qu'en fait je passe pour un gogol sur les réseaux sociaux, je faisais le con sur les vidéos de fitness. Les gens qui m'ont dit que je passais pour un gogol, c'est pas les premiers, tu vois, moi j'ai roulé ma bosse, hein. J'ai la peau elle est dure, quoi. Et après le dernier truc que je me dis c'est en fait ce que je fais aujourd'hui c'est que je mets un coefficient aux gens qui me donnent tes retours, c'est-à-dire que quelqu'un qui est très proche de mon cercle familial ou qui a un bel intellectuel, tu vois, un cerveau bien fait, je vais mettre un coefficient très élevé. Par contre un énorme bolos qui sait pas écrire, désolé pour ceux qui font des fautes d'orthographe, mais évidemment ça renforce pas votre image de marque. En fait je vais pas le considérer, quoi. Et même je vais m'amuser à lire tu vas le troller, quoi. Je vais m'amuser, alors je vais le troller
Et surtout, je vais m'amuser à lire son commentaire avec une voix de mongolien, tu vois. Et ça me fait du bien, quoi. Oui, d'accord. Mais alors du coup, par contre, j'ai quand même l'impression que t'en joues un peu des fois de ce côté qui peut vraiment, enfin où tu tranches énormément quand tu fais une vidéo sur pourquoi le capitalisme c'est bien. Tu sais très bien que derrière tu vas te faire arracher par les gens qui sont très politisés et qui voient pas la même manière que toi, quoi. J'ai fait des tests sur cette vidéo-là, tu vois, et typiquement le capitalisme, je pensais que j'allais me faire défoncer. Et je voulais faire cette vidéo-là pour replacer l'église au milieu du village, que la base c'est du gagnant-gagnant et qu'en fait sur le principe théorique, en tout cas, il y a pas de problème. Et en fait, je me suis pas fait éclater. Enfin, un peu, tu vois, mais rien de spécial. Et c'est là où je me suis dit, c'est totalement imprévisible les vues que tu fais sur une vidéo. Donc, il y a ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que je crois que c'est pas moi le fait d'être hyper clivant comme ça. Et je crois que c'est pas ma ligne édito. Et du coup, j'en fais de moins en moins des contenus hyper clivants. T'as commencé un peu là-dessus sur les premiers mois, peut-être aussi pour donner de la visibilité, pour tenter de trouver un... Ouais, mais en fait, c'est pas moi et du coup, ça marche moins. Tu vois, bizarrement. Le TOC, t'es pas clivant. C'est juste, moi, en fait, je rentre dans un cabinet de médecin, quand il y a pas de gens sympas à l'accueil, bah, je trouve que c'est à optimiser, tu vois. C'est ça le principe fondamental du truc, tu vois. Et ça, c'est pas clivant. Mais les trucs hyper clivants que j'ai pu faire, et encore, il y en a pas 10 milliards, c'est pas moi, en fait. Moi, je suis pas quelqu'un hyper clivant, de base, quand tu me vois dans la rue, quoi. Je vais essayer justement d'être hyper nuancé sur tout ce que je vais dire. Tu vois, il y a des gens du genre à arrondir les angles qu'à trancher aller dans le consensus et permettre aux gens de dire ce qu'ils pensent vraiment, quoi. Plutôt, tu vois, le travail d'accouchement que le travail de clivant. Et je pense que ça peut plaire aussi, quoi. Dans les deux sens. Je trouve qu'il y a un gros écart entre la personne que tu penses être et que tu es et la personne que les gens perçoivent. J'essaye de pas qu'il y ait pas d'écart. En revanche, il y a des gens qui me disent qu'il y a un écart entre la personne que je suis en interview, la personne que je suis en format solo, et évidemment la personne que je suis dans la rue de tous les jours. Donc je pense que évidemment, tu peux pas être le plus authentique possible et être la même personne parce que tu vas pas utiliser les mêmes mots, etc. Mais en fait, j'essaie de ce podcast de faire la conversation la plus naturelle possible, juste qu'on a un micro devant nous, quoi. En fait, j'ai l'impression que on serait à côte dans un canapé, ça serait la même chose pour moi, tu vois. Et j'ai envie de donner cette image-là aux éditeurs. En tout cas, ce son-là aux éditeurs. Après, c'est toujours compliqué parce que t'as un micro, justement, tu le dis, et t'as envie qu'on t'entende bien. D'ailleurs, moi, tu vois, je me suis posé la question. Je sais que là, je parle pas du tout comme quand je parle à la radio. Ah ouais. Parce qu'on est dans un autre contexte. Okay. C'est pas du tout la même chose. Alors toi, je sais que t'as des manières de faire différentes, que tu travailles pas comme quand on travaille en radio, etc. Mais comment t'as géré ce côté micro, etc. Est-ce que tu te forces quand même un peu à être plus audible, à articuler bien, à former bien tes mots, tes phrases, etc. Ou est-ce qu'au contraire, vraiment, tu cherches le plus naturel possible? Je le travaille en continu parce que j'écoute beaucoup de podcasts encore aujourd'hui, mais plus de la même manière, plus de ce qui est dit, mais plutôt de la manière de le dérouler. Et donc ça, j'essaie de m'améliorer tout le temps. Je pense, tu vois, à faire prendre des formations justement, de prendre des coachs en voix dans le futur, enfin des choses comme ça pour vraiment toujours m'améliorer sur ma manière de questionner et de manière de parler. En revanche, j'essaye que ça soit agréable pour l'oreille parce que je suis un zinzin du son et j'ai envie d'avoir un truc le plus clean possible pour les auditeurs. Mais non, j'essaie d'être le plus authentique possible. Et je pense qu'en fait, dans mon métier en tant que commercial, c'est un métier de poser des questions, le commercial. Il faut être capable de bien organiser tes idées pour bien les dérouler, que ça c'est une démonstration. Donc, tu vois, c'est AX plus B. Hein. Donc, si tu déroules mal tes idées, sur la forme, ça passera pas. Et donc, je pense que j'ai pris ce réflexe-là, tu vois, en rendez-vous. Ouais, d'accord. Donc, en fait, tu te sers de ton expérience professionnelle pour ton podcast et que ce soit à peu près ce ton-là, ce timbre, cette sonorité-là que tu retransmets, quoi. Exactement. L'heure passe. Je pense qu'on va arriver maintenant sur les questions un peu en vrac, les questions rapides. Ok. Si ça te va. Ça me va très bien. Est-ce que tu as d'autres trucs à aborder sur système? Est-ce qu'il y a d'autres messages que tu as envie de faire passer? Le message qui était intéressant, c'est si vous lisez pas entre les lignes, chers auditeurs, c'est faites du lien entre tout ce que vous faites. Tu vois, le commercial, j'utilise pour le podcast. Health Master, je l'utilise pour l'image que j'ai aux réseaux sociaux. Ma Feedbox, on avait un compte Instagram. Ça m'a servi aujourd'hui pour comment est-ce qu'on gère un réseau Instagram, etc. Comment je fais mon image de marque. Essayez d'être malin sur la fait de faire des liens entre plein de trucs. Et vous avez plein de choses à faire. Parce que t'as pas eu ces résultats-là que t'as aujourd'hui sans bosser énormément. Et comme on l'a dit pendant tout ce podcast, t'as jamais réussi à le soir rentrer chez toi et rien foutre. Ouais. C'est ça le truc, c'est que tu vois, et c'est vraiment c'est une chance en fait, c'est que à la base moi je suis pas quelqu'un de très je pense très intelligent ou doté, tu vois, gifted. Tu vois, j'ai pas de talent de ouf à la base. Même en sport, à la base j'étais le pingouin, tu vois. Je courais d'un côté sur l'autre et papa, du coup, il m'avait dit, t'es comme moi, t'es pas sportif, tu seras jamais sportif. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends en tant qu'enfant.
Et du coup, tu vois, j'ai toujours dû faire 10 milliards de fois plus d'efforts que les autres pour arriver au même niveau que les autres. Et donc j'ai toujours j'ai toujours bossé en fait depuis que je suis tout petit pour arriver à avoir un résultat. Et en fait, ça c'est une hygiène de vie qui a été constitutive et quand il est encore hyper importante aujourd'hui, tu vois. C'est une habitude. Ouais, c'est une habitude. C'est vraiment ancré dans ton cerveau. Voilà, le boulot, ça fait partie de toi. On passe aux questions rapides. Ouais, let's go. Ton univers de fiction préféré? Le Seigneur des Anneaux. Le livre qui ne te quitte jamais? L'almanach de Naval Ravikant. Ta plus grande peur? De finir vieux, tout seul, sans enfant. La citation qui t'a le plus marqué? Alors j'en ai une qui me vient, mais c'est pas celle qui m'a le plus marqué. Mais celle qui me vient, c'est notre vie vaut ce qu'elle nous a coûté d'efforts. C'est de François Mauriac. Que signifie le tatouage que tu as sur le corps? Ça représente le temps qui passe. Je sais pas si je détaille plus, mais ouais, en gros, c'est le temps qui passe. Ok. Ton plus grand rêve aujourd'hui? Alors, ce que je souhaite, c'est que les gens autour de moi soient en bonne santé, ma famille notamment, mais surtout d'être le plus libre possible, de garder ce côté. Tu vois, c'est ce que je me dis toujours, comme je me définis comme un chercheur d'épiphanie, donc toujours se garder ce côté un peu naïf quand j'envisage le monde, et donc d'être le plus libre possible, de pas avoir de contraintes, qu'elles soient financières ou autres. L'invention que tu aurais aimé inventer? ChatGPT, c'est quand même assez ouf. Hein. Franchement, un potentiel de ouf, quoi. Comment tu te trouves physiquement? Aujourd'hui, plutôt bien. Je suis content de moi. Je suis fier du taf que j'ai eu à faire. Mais plus le temps passe et plus je suis content. Tout pour gagner ou tout pour ne pas perdre? Tout pour ne pas perdre. Je déteste perdre. Je suis prêt à tricher. J'ai aucune éthique. Même dans les jeux de société, je n'ai rien à foutre. Je veux surtout pas perdre. C'est d'ailleurs pour ça que tu ne joues pas trop aux jeux de société. Je ne joue pas. Je déteste les jeux de société. Malheureusement. Si tu devais te réincarner en un animal, ce serait lequel? Moi, je suis un Gryffondor, hein, donc tu prends comme tu veux, mais un lion, un truc comme ça. Un truc assez costaud, ouais. Assez costaud. Un ours peut-être, je sais pas. Et Dieu dans tout ça? Et Dieu dans tout ça, c'est une sacrée question ça. J'ai une vision de la spiritualité où Dieu est tout autour de nous. Tu vois, pour moi, c'est pas un grand magicien, et ça, je pense que c'est une lecture erronée de la Bible et des écrits divins. Je crois, on a vraiment l'impression que c'est Albus Dumbledore qui fait des tours de magie, Dieu. Mais en fait, je pense pas ça en tout cas. C'est pas comme ça que je le lis. C'est plutôt, tu vois, le lien qu'on fait entre les gens. Ouais, j'ai une vision de la spiritualité. C'est exactement ça. J'ai une vision de la spiritualité comme dans Avatar, comme Iowa dans Avatar. Je crois que c'est tout autour de nous, tout est connecté. Et il y en a qui appellent ça le karma, d'autres qui appellent ça la chance, d'autres qui appellent ça la famille, j'en sais rien. Mais c'est ce qui se passe comme ça. Tu laisses de la place au hasard? Ouais, je pense que oui. Et d'ailleurs, tu vois, je pars dans 3 semaines à Montréal. J'ai pas d'appart, j'ai pas de taf, donc ça fait quand même pas mal, quoi. Ton personnage préféré de Dragon Ball Z? Il y a quelques années, j'aurais dit Sangoku, mais il devient tellement fade comme personnage, donc. Mais je dirais quand même Sangoku parce que tu vois, c'est le côté, je m'entraîne, je me fais péter la gueule, je m'entraîne, etc., quoi. Ton manga préféré aujourd'hui? J'aime beaucoup Full Metal Alchemist. Ok. J'aime beaucoup Berserk. Je pensais que tu aurais répondu One Piece. One Piece, non. Alors, je suis à jour. Hein, je vais pas vous spoiler, chers auditeurs, vous inquiétez pas, mais je suis à jour. Mais je lis beaucoup de mangas. Mais non, je pense que c'est Full Metal Alchemist parce que c'est une histoire de frères. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Bah ça, justement, ça a passé. Les beaux moments passés ensemble de manière intentionnelle, ouais. Ça c'est très valorisable pour moi. Penser aux grands-parents aussi, ça c'est le plus important. Et la toute dernière question, est-ce que t'es heureux? Ouais, franchement, ouais. Il y a quelques années, ça aurait été plus compliqué, tu vois, c'est plus nuancé, mais franchement, je suis un bon 9 sur 10. Hein. Tu vois, en fait, c'est toujours ce truc, c'est si t'es dans le métro boulot dodo, que tu zoomes, que c'est chaud, que tu vois ta vie en micro, forcément, c'est pas marrant, tu vois, la vie. C'est dur, la vie. La vie, d'ailleurs, c'est que des contrastes. C'est-à-dire qu'il y a des moments, c'est super dur, mais si t'avais pas ces moments super durs, t'apprécierais pas les moments trop stylés. Et donc, si je dézoome, je suis à 9 sur 10, quoi. Genre, c'est incroyable, la vie, on a tellement de chance d'avoir une famille, des potes, quelqu'un dans ma vie,
Enfin, c'est ouf. J'ai le luxe de pouvoir lancer un podcast pour faire du bien aux gens, quoi. J'ai le luxe. Enfin, c'est incroyable. Ouais, j'ai trop de chance. Merci beaucoup. Merci à toi, Geoffrey. Trop sympa de m'avoir permis de m'exprimer. Je pense que c'était pas mal. On a bien bossé là. On a pu dresser un bon. Chers auditeurs, bon portrait. Envoyez plein de messages. Sur quoi on peut te retrouver, Geoffrey ? Tu mettras mon Insta, je pense. Ouais, je te mettrai ton Insta. Ok, envoyez plein de messages de soutien à Geoffrey, ça lui fera, je pense, hyper plaisir. Chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. C'était un peu différent de ce qu'on peut retrouver d'habitude. T'as kiffé, Geoffrey, l'exercice ? Moi, j'adorais. Hein. Trop bien. Ouais, c'est mon métier aussi à côté, donc c'est vrai que c'est cool. Trop bien. Merci beaucoup en tout cas. Chers auditeurs, un petit dernier mot avant la fin. Encore une fois, vous l'avez compris, cet épisode et ce podcast, il est gratuit. C'est de la valeur pour vous. J'espère que ça vous aura plu, que vous en saurez plus sur moi, et puis sur Geoffrey aussi indirectement. En tout cas, j'espère que ça donne de la profondeur dans votre écoute. Si vous voulez soutenir ce podcast, vous pouvez évidemment vous abonner, mettre 5 étoiles sur Spotify, évidemment mettre une petite review en disant que vous avez kiffé cet épisode et que Geoffrey était trop cool en tant qu'intervieweur. Ça nous fera évidemment hyper plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve lundi prochain. Je vous embrasse. Et puis c'était PE. Ciao mes petites beautés. À bientôt.